Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème des tendances en cession et acquisition d'entreprises avec un focus sur les fiduciaires en deuxième partie de présentation. Et le webinaire est animé par Jean-Michel Dekers, que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui. Les objectifs de nos webinaires au niveau du contexte, c'est d'apporter des éclairages sur les métiers auxquels nous formons. Donc, Better Study, on est un institut de formation en comptabilité et RH. Et l'idée, c'est de vous donner du contexte sur les tendances, sur les actualités, sur les outils qui peuvent être utilisés en tant que professionnel de la comptabilité. Donc l'idée, c'est de vous offrir des compétences complémentaires et connexes et d'être en lien avec le métier, donc pour notre communauté. Et puis par communauté, on entend nos apprenantes et apprenants, nos anciens apprenants, donc les alumni qui sont déjà diplômés à travers nos formations. Et puis, les personnes qui nous suivent, ça peut être donc des personnes qui envisagent de se former à l'avenir ou alors qui, euh, qui sont déjà donc, dans le domaine de la comptabilité, qui veulent actualiser leurs connaissances. Quelques conseils, alors on reste une école, quelques conseils pour suivre ce webinaire dans les meilleures conditions. Donc, soyez vraiment présents et concentrés. Coupez voilà, vos téléphones, notamment. Prenez des notes, notamment pour pouvoir poser des questions à la fin de ce webinaire, en deuxième partie de ce webinaire. Donc, l'objectif du jour, c'est de vous partager les dernières tendances et les bonnes pratiques en matière de cession et acquisition d'entreprises, M&A en anglais, donc Merger and Acquisition. Donc, on va présenter l'intervenant, Monsieur Dekers, et puis traiter donc les enjeux, tendances, bonnes pratiques en M&A, typologie des acteurs, qu'est-ce qu'il y a comme changement, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans le secteur. Et puis le focus sur la fiduciaire, comme dit, qu'est-ce qu'il y a comme élément à prendre en compte pour mieux valoriser sa fiduciaire, pour pouvoir peut-être la céder, la transmettre un jour. Quels sont les points de vigilance à prendre en compte avant de préparer, en fait, le mot-clé, c'est la préparation, avant de préparer justement une session. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la main à Jean-Michel. Merci encore de votre participation. On est très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Voilà. Voilà, merci beaucoup Better Study et à Christophe de cette opportunité de parler des tendances en matière de fusion-acquisition, en particulier dans le domaine des fiduciaires. Alors, pour commencer, je vais d'abord me présenter en 2 petites minutes. Donc, Jean-Michel Dekers, Managing Partner de FICO Management, qui est une plateforme de Operating Partner, mais qui a des activités aussi en fusion-acquisition. Alors, je suis aussi Operating Partner auprès d'une petite banque d'affaires française qui s'appelle Asclepios Advisors, qui est une banque d'affaires spécialisée en transactions dans le secteur des sciences de la vie, également membre de la Chambre suisse des experts en transmission d'entreprise. Alors, j'ai plus de 10 ans d'expérience en fusion-acquisition, en M&A, mais en réalité, j'en fais depuis le tout début de ma carrière, puisque j'ai un parcours de CFO et de directeur général, soit en grande entreprise ou en start-up, principalement à l'international. Et dans ces différentes fonctions, j'ai régulièrement eu, si pas à chaque fois, eu à gérer des acquisitions ou des investissements d'entités. Euh, alors, si on commence directement dans le cœur du sujet, qui est quel est le périmètre ou quelle est le- le- la photo que l'on peut dresser des opérations de fusion-acquisition en Suisse, en se concentrant principalement sur les PME-PMI, ben, on se rend compte que le secteur est encore assez actif, très actif et de plus en plus utilisé comme étant un modèle de croissance externe, euh, soit par des PME, soit par des fonds d'investissement qui s'intéressent de plus en plus au monde de la petite et moyenne entreprise et font des opérations de consolidation. Euh, et nous verrons, c'est une des tendances lourdes du secteur.
Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de données qui existent et j'ai essayé de faire une synthèse. On estime qu'il y a entre 300 et 500 opérations par an dans le small to mid market, c'est-à-dire des opérations qui ont plus, euh, pour des sociétés qui ont plus de 10 employés et qui font, je dirais, entre 50 et 100, en dessous de 50 millions de chiffre d'affaires. Les données sont un petit peu instables parce que tout dépend du cut que l'on prend, mais c'est assez représentatif de ce qui se passe. Et là, on parle d'opérations qui sont à la fois à l'achat ou à la vente en Suisse ou à l'étranger. Alors, les secteurs quand je dis à l'étranger, des opérations qui sont faites par des sociétés suisses à l'étranger, pour préciser. Alors, les industries qui sont le plus impactées ou les secteurs qui sont le plus concernés par ces opérations de fusion-acquisition pour l'instant, c'est tout ce qui est industriel. Ça touche très fort au tissu économique suisse, hein. L'industrie euh, de précision en Suisse est assez réputée. Il y a beaucoup de petits acteurs. Ça constitue le cœur du secteur économique. Euh, et donc, c'est normal qu'il y ait une grande attrayance ou attractivité pour ce genre d'entreprise dans des opérations éliminées. Mais il y a aussi pas mal d'activités en information technologies, dans le domaine de la santé, ou alors plus généralement des sociétés qui ont une technologie ou des technologies qui sont attrayantes pour des plus grands groupes. Ce qu'il faut noter également, c'est que de plus en plus, et on y reviendra par après, les acheteurs euh, incluent dans leurs opérations des évaluations ESG, donc environnement, sociétal et gouvernance. Alors, cette donnée-là, c'est une donnée que j'ai récupérée au niveau européen, euh, en sachant que je n'avais pas trouvé de données pour la Suisse, mais je peux. La Suisse se rattrape là-dessus, donc de plus en plus, tout ce qui est critères ESG devient un élément important dans les évaluations d'entreprise. Alors, en ce qui concerne les multiples, euh, on reste sur des multiples attrayants avec des multiples qui sont modérément à la baisse en 2024, mais on reste encore dans des multiples qui, bien sûr, dépendent de la rentabilité et de la taille de l'entreprise, mais généralement, pour une entreprise industrielle, on sera à des multiples industriels et profitables, donc au-dessus du million d'EBITDA, on sera à des multiples qui seront entre 6 et 8 fois l'EBITDA, voire plus. Euh, alors, quels sont les enjeux quand on parle de fusion-acquisition? Alors, euh, le premier enjeu, c'est l'importance du secteur des PME, PMI au niveau macroéconomique en Suisse. Donc, il faut bien se rendre compte que les PME, PMI représentent 65% de l'emploi en Suisse, que 90% de celles-ci ont moins de 3 employés et que 10% ont une moyenne de plus de 30 employés. Euh, il faut bien se rendre compte que c'est un élément important euh, au niveau, euh, au niveau macro, comme je le disais. Et il faut bien se rendre compte aussi que on arrive dans une situation où la plupart, on arrive, puisqu'on parle départ à la retraite de ces dirigeants d'entreprise. On en parle depuis pas mal de temps, mais c'est une tendance qui s'accélère et qui est réelle. C'est qu'il y a 20% des propriétaires de ces PME, PMI qui annoncent vouloir partir à la retraite dans les 5 ans. Alors, ça représente, rien qu'en Suisse, ça représente entre 120 000 et 150 000 entreprises. Alors, toutes ne vont pas survivre, toutes ne vont pas être transmises, mais si on ne prend que les 10% qui ont une moyenne de plus de 30 employés, euh, on arrive quand même à, je dirais, entre 12 et 15 000 sociétés à vendre ou qui vont devoir être vendues ou qui vont chercher à être reprises dans les 5 ans.
on est largement au-dessus de la moyenne des transactions qu'on a vues les années précédentes, ou qui étaient, comme je le rappelle, précédemment à environ 500 transactions par an. Là, on devra arriver à, pour pouvoir reprendre toutes ces entreprises et pour pouvoir limiter l'impact sur l'emploi, on va devoir reprendre plusieurs milliers d'entreprises par an. Donc, on va multiplier par 3, 4 le nombre de transactions pour que ça puisse ne pas avoir trop d'impact sur l'emploi, en sachant que une entreprise qui ne se vend pas, soit elle est mise en liquidation, soit elle périclite à un certain moment. Donc, il y a quand même un danger, il y a une tension qui est à ce niveau-là, qui est importante. Alors, ici, ce que j'ai mis en orange, en fait, c'est plus euh, pour les entrepreneurs, pour les propriétaires d'entreprises. Eux, les enjeux pour eux, c'est quand décider de transmettre ou d'acheter. Donc, quand décider de faire une opération. Et en fait, avec les tendances qui se caractérisent pour l'instant, le nombre d'entreprises qui vont être à vendre et les catégories d'acheteurs qui se positionnent sur ces entreprises, euh, le choix pour le cédant va être, quant à cette décision de transmettre ou d'acheter, ça va être un choix entre subir et anticiper. Et on va y revenir également plus tard. Alors, j'ai déjà brossé un petit peu les grosses tendances, mais on se focalise et qu'on essaie de descendre un petit peu plus précisément sur ces éléments-là, les tendances essentielles, c'est que, en fait, on est en train de partir vers un marché acheteur. Hein. Donc, il y a plus, il va y avoir plus de biens à vendre que de repreneurs. Donc, c'est le repreneur qui va mettre le tempo en général. On peut le prévoir, ça commence à se voir. Euh, il y a une professionnalisation des acheteurs. Hein, donc ça, c'est très, très net. Ça, tout le monde le vit, tous ceux qui sont impliqués dans des transactions le vivent, même des petites transactions, entre guillemets, des petites transactions, ça veut dire des transactions pour des sociétés qui ont des valeurs d'entreprise entre 5 et 10 millions, où généralement c'était euh, relativement simple, même si ça reste euh, quand même avec des exigences importantes. Là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les acheteurs professionnels appliquent des méthodes sur ces petites transactions, appliquent des méthodes qui étaient plutôt réservées à des grandes transactions, à des grosses transactions. Donc, on est confronté à des cabinets d'avocats, on est confronté à des due diligence, euh, il y a des audits qui n'était pas la norme dans ce type de transaction auparavant. Donc, on a vraiment une professionnalisation des opérations de reprise parce que les acheteurs sont de plus en plus des professionnels qui descendent sur des opérations plus petites. Euh, et il y a un attrait important pour les sociétés entre 5 et 10 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment le sweet spot pour l'instant. C'est ce que la plupart euh, des acheteurs recherchent. Alors, une autre tendance, c'est que les transactions sont de plus en plus longues et c'est lié bien entendu aux exigences et à la professionnalisation des acheteurs, hein, puisque les transactions sont plus longues. Et de nouveau, les transactions sont plus longues, mais pas par manque de financement ou pour des raisons économiques. Ce que j'observe, c'est que les transactions sont plus longues généralement parce qu'il y a un manque de préparation. euh, des cédants, ou plutôt une dichotomie, une différence de vue sur ce qui doit être préparé entre les cédants et les acheteurs, c'est-à-dire que les acheteurs viennent avec des exigences de plus en plus euh, pointues, qui n'ont peut-être pas été considérées par les cédants, et donc le temps de préparer ces informations supplémentaires, ben, ça ralentit l'entièreté du process. Alors, cette professionnalisation, donc le fait qu'il y ait des acheteurs stratégiques ou des fonds d'investissement de private equity viennent sur ce marché, ça crée des opportunités.
ça crée des opportunités parce que généralement, ce qu'on observe, c'est que même s'ils sont durs à la négociation, eh ben, il y a des survaleurs qui puissent être atteintes ou je dirais des non-moins-valeurs. C'est-à-dire que les acheteurs sont prêts à payer les efficacités euh, qui sont et la qualité de la préparation qui a été faite par le cédant. Par contre, si jamais il y a des, des problèmes opérationnels, si jamais il n'y a pas de transparence sur des gestions de stock ou sur de la marge ou sur des éléments euh, qui permettent d'établir la répétabilité du chiffre d'affaires, et bien là, on aura des moins-valeurs qui vont être appliquées sur le prix de transaction. Alors, de nouveau en orange pour l'entrepreneur ou le cédant, il faut savoir que les taux d'échec restent importants, hein. Euh, ils restent importants, ils ont tendance même à augmenter un petit peu éventuellement. On parle, ça dépend des pratiques, entre 50 et 35% ou 30% de taux d'échec sur des transactions. Et c'est généralement soit par manque de préparation, soit parce qu'il y a une rupture dans la confiance dans le processus qui peut venir des deux côtés. Et on parlera de pression émotionnelle sur les cédants généralement, parce que c'est généralement le cédant qui rompt les négociations. Et cette pression émotionnelle, c'est quelque chose qui est de plus en plus visible parce qu'il y a une professionnalisation qui est de plus en plus lourde à gérer. Euh, Si maintenant on veut quand même optimiser son processus de session et qu'on veut euh, mettre toutes les chances de son côté, ben, il y a un certain nombre de bonnes pratiques que l'on peut considérer, notamment celle-ci, et ça je parle, vous voyez, tout est en orange, donc on parle du côté du cédant ou de l'entrepreneur. Et on parlera de l'importance de la préparation. C'est préparation, préparation, préparation. Et la préparation est une préparation longue ou une préparation exigeante, avec des exigences élevées, et répond à la professionnalisation des acheteurs. Alors, de manière générale, on peut dire que tout ce qui est optimisation ou préparation fiscale, il faut la considérer 5 ans avant, hein. Par exemple, tout ce qui est immeuble dans une entreprise, les repreneurs ne vont pas s'alourdir généralement d'un immeuble, même s'il est productif. Ils auront tendance à le mettre dans des structures séparées et préféreront euh, que l'entrepreneur s'en soit déjà occupé, en particulier en Suisse, puisque il y a toutes ces normes ou ces règles sur la distribution partielle indirecte qui embêtent les repreneurs quand il y a des immeubles dedans. Une préparation opérationnelle, ça peut prendre entre 2 et 3 ans, hein. Donc, par une préparation opérationnelle, qu'est-ce qu'on va dire? C'est mettre à niveau les pratiques de management, les pratiques de gestion dans l'entreprise, les mettre à niveau de ce qui sera attendu par des acheteurs professionnels. Ça peut être gestion de stock, ça peut être mise en place d'un principe de gouvernance, ça peut être mise en place d'un suivi du personnel de performance avec revue systématique annuelle des performances et plans de développement, etc. Ça peut être la mise en place d'un CRM. On parle de préparation opérationnelle, on ne parle pas de transformation massive, hein. Bien sûr, ça peut être le cas si jamais il y a des problèmes de rentabilité, mais alors à ce moment-là, ça prendra plus que 2 à 3 ans. Par exemple, on va exclure dans ces préparations opérationnelles, on va exclure une mise en place d'un nouvel ERP, par exemple, d'un nouveau système informatique. Généralement, ça c'est trop lourd comme préparation opérationnelle en vue d'une session. Et ce n'est pas des investissements que nous recommandons. Par contre, tout ce qui est amélioration des processus internes, ce qu'on appellerait les Standard Operating Procedures, donc les procédures internes, les mises à niveau, les reporting, etc. Ça, ce sont des choses qu'on va recommander. Et puis, en préparation légale, on parlera d'une préparation légale qui prend entre 12 et 18 mois. Et par préparation légale, on entend
la mise en place des data rooms, de rassembler toutes les informations qui permettent d'attester l'existence de la société, les certificats actionnaires, le livre des actionnaires, le registre des actionnaires, pardon, tout ce qui est euh, procès-verbaux, les minutes des assemblées générales et des conseils d'administration, etc., etc., etc. Alors, si on descend un petit peu au niveau de l'optimisation opérationnelle, là, j'en ai déjà parlé assez longuement sur le point précédent. Mais ce qui est important de voir dans cette mise à niveau des processus internes, c'est que ça peut créer de la valeur supplémentaire. Et notre expérience montre que ça peut créer entre 10 à 20% de valorisation supplémentaire, ou comme je le disais précédemment, de moins non-valeur. C'est-à-dire que le prix fixé pour la vente, pour l'achat de l'entreprise ne sera pas décoté en cours de due diligence parce que ce qu'ils trouvent est conforme à leurs attentes. Ce que les acheteurs trouvent est conforme à leurs attentes. Alors, à ce niveau-là, on constate qu'il y a l'émergence d'une nouvelle classe de support, ce qu'on appelle les operating partners, qui sont en fait euh, de support externe, des consultants en quelque sorte, mais qui ont une expérience très pratique du monde des entreprises, qui sont des gens qui sont aguerris dans les transactions et qui mettent leurs compétences au service des entrepreneurs pour améliorer les performances en vue ou les, les- les processus, etc., en vue d'une transaction. Alors, ces operating partners, c'est une nouvelle classe, comme je le disais, elle est apparue aux États-Unis dans les années 2000, suite à l'émergence des fonds de private equity qui sont positionnés de plus en plus sur des entreprises plus petites et qui n'avaient pas les compétences pour aider à gérer ces sociétés. Donc, ils ont fait appel à des entrepreneurs, des gens, des cadres exécutifs de sociétés qui étaient disponibles et qui ont commencé à collaborer avec les fonds d'investissement pour les aider à gérer leur société en portefeuille. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que ces operating partners maintenant descendent au niveau des sociétés pour offrir un service extrêmement pratique, pragmatique, à l'inverse des consultants classiques, entre guillemets. Ils ne viennent pas avec un, un, des solutions qui disent, voilà, ici, voici ce que vous devez faire et on vous laisse l'implémenter. Ils viennent avec des solutions pragmatiques qui sont adaptées complètement à l'entreprise et ils aident le personnel à le faire et à les implémenter. Donc ça, c'est vraiment une tendance intéressante de ce qui se passe sur le marché des transactions pour les plus petites entreprises. Et puis au niveau des émotions, là, ce qu'on constate également, c'est qu'il y a de plus en plus de supports de coaching euh, qui sont, euh, qui sont mis en place, soit par des groupes de pairs en intelligence collective, soit du coaching euh, individuel. Il y a des coachs qui se spécialisent dans le support aux entrepreneurs, dans ce type de processus, et qui se concentrent sur 4 étapes clés qui sont la décision de mettre en vente son entreprise, et de nouveau, le plus tôt possible, c'est le mieux, de les assister aussi pendant la période d'optimisation, parce que ce n'est pas toujours évident de, 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 de devoir mettre en place des choses qu'on n'a jamais considérées pendant une vingtaine d'années et qui remettent un petit peu en cause l'entrepreneur euh, pendant la période de transaction et puis surtout pendant la vie d'après ou en préparation de la vie d'après, parce qu'une fois qu'on a cédé son entreprise, ça change, ça bouleverse comme la vie des entrepreneurs, en particulier s'ils restent encore actifs dans leur entreprise sans avoir les manettes de contrôle de celle-ci, puisqu'ils ont vendu leur entreprise, mais qui restent pour faire une période de transition euh, qui peut durer de 6 mois à plusieurs années en fonction des cas. Donc ça, c'est vraiment les bonnes pratiques qu'il faut prendre en compte, préparer, optimiser et gérer ses émotions. Alors, on parlait des typologies d'acheteurs. Ce qui est important de voir, c'est que euh, la plupart des transactions de PME, PMI, en fait, se passaient soit en famille, soit avec un individu, et qui représentaient un petit peu la zone de confort pour l'entrepreneur, puisque ça ne le remettait pas en cause, ça ne le challengeait pas, il restait dans un environnement connu.
La contrepartie de ce confort, c'est que c'est souvent le moins intéressant pour lui au niveau financier, puisque quand on prend une même société et qu'on constate et qu'on regarde à quel prix elle partirait, soit dans un membre de la famille, soit un individu, soit un fonds de private equity, soit avec des partenaires stratégiques, on constate qu'il y a des valeurs de transaction qui sont importantes, généralement des différences de valeurs de transaction qui peuvent être importantes. On dira généralement que quand c'est vendu à l'intérieur de la famille, ça peut être 40 à 50% moins cher ou moins valeur que si on la vendait à un partenaire stratégique. Et ça, c'est une donnée assez constante et que généralement, en plus, ça se fait avec des niveaux de cofinancement très importants, c'est-à-dire qu'en fait, les autres membres de la famille prêtent à celui qui reprend l'argent, entre guillemets, ou ne se font pas payer, c'est ce qu'on appelle un prévendeur, euh, en attendant que le repreneur ait pu générer suffisamment de dividendes que pour acheter les titres de l'ensemble en cash. Donc, c'est confortable, mais d'un autre côté, voilà, il y a un risque important puisque il y a du cofinancement qui est attendu. Par contre, les opportunités sont vraiment avec les fonds les plus professionnels, hein, avec les fonds de private equity et les partenaires stratégiques, qui, eux, sont vraiment euh, les plus actifs pour l'instant. Alors, partenaires stratégiques, on entend des groupes, des petits groupes industriels qui veulent faire de la croissance externe et qui voient dans l'acquisition de l'entreprise une opportunité stratégique. C'est pour ça que je l'appelle partenaire stratégique. Et c'est généralement là qu'on peut trouver les meilleures opportunités parce que eux vont pouvoir euh, capitaliser très rapidement sur le savoir-faire ou les spécificités de l'entreprise qu'ils rachètent en créant des synergies qui ne sont pas spécialement économiques, mais qui peuvent être commerciales, euh, de services offerts à leurs clients. Donc, c'est généralement là où on a le plus de valeur, mais effectivement, il y a un léger partage de risque puisque généralement, ça peut être accompagné de earn-out, donc de paiements différents en fonction de performances futures, mais qui sera toujours plus attractive que les autres catégories d'acheteurs potentiels, notamment les familles ou les repreneurs individuels. Alors, on parlait des différents euh, des operating partners et des coachs. En fait, ça apparaît comme étant vraiment des nouveaux partenaires. Donc, si on regarde ce qu'on avait d'habitude lorsqu'on faisait une transaction M&A, ben, on avait le broker M&A, celui qui coordonne un petit peu l'ensemble du processus, qui établit la valorisation, qui fait le diagnostic financier, ou qui fait l'Information Memorandum, donc qui rassemble toute la documentation pour la cession d'entreprise à destination du repreneur. Il y avait toujours eu des fiscalistes, des avocats, des fiduciaires, des notaires pour aider ou pour faciliter l'entièreté du process. Et comme je le disais précédemment, on voit l'émergence de nouveaux partenaires qui interviennent dans des transactions, qui sont les operating partners et les coachs. Euh, les operating partners vont optimiser l'existant, ils vont faire des processus, ils vont gérer voilà, vont faire des améliorations qui sont vraiment progressives et très ciblées. Ils ont un focus sur le long terme, hein. Quand je dis long terme, c'est 2 à 3 ans, c'est-à-dire qu'ils viendront, ils font un diagnostic rapide de l'entreprise, ils mettent un plan d'action en place validé par l'entrepreneur, par le cédant, et ils accompagnent les équipes pendant le temps nécessaire à faire l'implémentation. Alors, il vaut mieux faire ça de nouveau 2, 3 ans à l'avance pour que ça puisse être comptabilisé, considéré comme étant euh, un plus pour l'entreprise et donc maintenir ou améliorer la valeur, plutôt que d'avoir le repreneur qui doit le faire à l'arrache, entre guillemets, dans un délai court, euh,
et avec les risques de disruption opérationnelle que ça peut entraîner pour l'entreprise. Il n'est pas rare que, effectivement, juste après une reprise, parce qu'on veut faire des changements pour améliorer la transparence de la gestion, eh ben, on déstabilise la gestion de l'entreprise et ça a des impacts sur les performances qui impactent effectivement la rentabilité du projet. Donc, ce n'est pas gagnant et donc il vaut vraiment mieux le faire à l'avance et c'est reconnu comme étant des éléments valorisables par les repreneurs. Et les coachs, on en a parlé, il y a toute la gestion du roller coaster émotionnel, les 4 phases, et se faire accompagner par des professionnels, euh, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus reconnu, nécessaire et créateur de valeur. Alors, si on regarde maintenant purement les fiduciaires, euh, on constate que dans le domaine des fiduciaires, ben, il y a une stratégie de consolidation qui s'accélère de plus en plus. Il y a eu plus de 300 transactions en Europe qui impliquaient des fiduciaires, généralement des sociétés entre 2 millions et 25 millions de chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez significatif. On a vu des exemples très récemment qui impactaient la Suisse, hein. On a eu Mazars qui a fusionné avec Forvis, et puis on a eu Inextenso qui a repris Fedexpert, qui est quand même une des transactions les plus évidentes, illustrant ce que j'essaie d'expliquer ces derniers temps en Suisse. Alors, de nouveau, importance des fonds de private equity dans ces transactions, puisque plus de 35% de ces transactions, même pour les fiduciaires, ce qui est généralement qui est assez surprenant pour moi quand j'ai découvert ces chiffres-là, 35% de ces transactions se sont faites avec le support d'un fonds de private equity. Les éléments clés dans la valorisation d'une fiduciaire pour une transaction, quand vous regardez à faire une transaction que vous voulez céder votre société, eh ben, c'est la base des clients. Ça, c'est vraiment essentiel. Quelle est la base de clients? Quel est le niveau de rétention? OK. Est-ce que la fiduciaire a une activité de niche? Est-ce qu'il y a un niveau de spécialisation? Fiscalité, support juridique, due diligence de vendeur, des forensic accounting, tout ça, tout ce qui est activité de niche va rajouter de la valeur. Et également tout ce qui est le degré de maturité digitale. Au plus il y aura une automatisation, une digitalisation des processus, au plus il y aura une certaine reconnaissance valorisable qui sera prise en compte. Et bien sûr, la taille. Euh, alors maintenant, si on regarde les valorisations de ce qui se passe sur les fiduciaires, eh ben, c'est assez comparable à ce qu'on peut euh, voir sur des software as a service, hein, des modèles en SaaS, puisque les critères qui vont être repris, ça va être la taille, bien entendu, et euh, le taux de rétention des clients. Et donc, ça, c'est des normes. Donc, jusqu'à 5 millions de chiffres, on va avoir entre 5 à 6 fois l'EBITDA. Au-dessus, entre 5 et 25, ça va être entre 6,5 et 7,5. Tout ce qui est au-dessus de 25 millions, là, on va arriver à des valorisations de 7,5 à 8 fois l'EBITDA, ce qui est assez attractif, bien entendu. Et euh, il y a encore des premiums qui sont payés pour les hauts taux de rétention de clients. Donc, des taux de rétention de plus de 90% généralement donneront un demi-point de multiple en plus. Et quand il y a une forte orientation digitale, on sera encore pour l'instant avec aussi un demi-point de multiple en plus. Il faut bien savoir que pour moi, cette orientation digitale deviendra la norme et qu'on rentrera bientôt dans une zone où une fiduciaire qui n'a pas pris d'orientation digitale, eh bien, elle aura une moins valeur. Donc, elle sera décotée par rapport à ces multiples qui sont mis ici en évidence. Alors, les points d'attention, de nouveau, comme je l'avais déjà précisé, et en résumé, donc c'est vraiment la qualité des revenus, donc c'est priorité aux revenus récurrents, et le digital, donc la comptabilité en cloud, le client management software, data analytics, etc. Ça, c'est vraiment des services différenciés
qui sont permis maintenant par la digitalisation et qui sortent un petit peu de l'approche classique des fiduciaires où on, on cherche maintenant à rajouter du service à, à- grâce à l'utilisation de pratiques de data analytics et éventuellement d'intelligence artificielle. Euh, En résumé, euh, les acteurs sont de plus en plus des professionnels, donc il y a de plus en plus de professionnalisation des acheteurs dans leurs approches et aussi dans leur nature, même pour des transactions en dessous de 10 millions de chiffres d'affaires, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, il y a des stratégies de consolidation qui sont de plus en plus évidentes et qui sont aussi pilotées soit par les acteurs stratégiques, soit par les fonds d'investissement qui cherchent à consolider des secteurs. Ça, c'est vraiment une tendance très forte post-Covid. Et c'est aussi le cas en fiduciaire. Les transactions sont de plus en plus complexes et de plus en plus émotionnelles. Donc, il faut bien se préparer. Si vous voulez rester en contrôle de ce qui se passe, il faut se préparer. Il y a pour cela des nouveaux partenaires qui apparaissent et qui amènent de la valeur aux entrepreneurs qui décident de vendre leur entreprise. Ce sont les operating partners et les coachs. Tout ce qui est critères ESG, le digital et l'intelligence artificielle reste aussi des tendances lourdes et ça va continuer à s'accélérer. On avait vu que pour les critères ESG, on était déjà à 70% des opérations qui demandaient à des audits ESG, ça va arriver rapidement à 100%. Et toute cette évolution, ces évolutions, professionnalisation, complexification, etc., créent des opportunités pour ceux qui sont bien préparés et qui optimisent leur processus. Et voilà. En conclusion, euh, il n'est jamais trop tôt pour commencer à se préparer. Il est parfois trop tard. Si vous avez des idées de vendre votre société ou des clients qui veulent vendre leur société dans leurs 5 ans, qu'ils en parlent à des professionnels. Euh, Optimiser vos processus internes existants peut rapporter gros, on a vu 10 à 20%, et reconnaissez et acceptez vos émotions. C'est quelque chose qui facilite le processus pour tout le monde. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Merci Jean-Michel de votre présentation. Donc on arrive à la phase des questions-réponses. Vous pouvez les poser soit dans le chat, soit prendre le micro et poser votre question. Donc on a une première question de Lionel. Quelle est votre relation avec les operating partners? Alors, merci Lionel. Alors, les operating partners, en fait, sont de plus en plus partie intégrante des processus de M&A. Alors, ma relation personnelle avec les operating partners, ben, euh, je, les, je développe une plateforme de operating partners qui sont en fait des cadres que je sélectionne, des cadres des anciens entrepreneurs que je sélectionne et qui ont une expertise en gestion d'entreprise, qui sont aguerris en termes de transactions, qui ont déjà fait une ou deux transactions eux-mêmes et qui ont vu ce qui était attendu par les professionnels et qui ont aussi l'autre dimension, c'est-à-dire qui ont été entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise. Et donc, ils viennent aider les entrepreneurs. Ma relation, c'est que en tant que je joue sur les deux côtés, puisque j'ai à la fois une société qui met en contact des operating partners et des entrepreneurs euh, en vue d'une préparation de fusion-acquisition. C'est pour optimiser les entrepreneurs, pour optimiser la valorisation pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est la relation que j'ai avec eux. La question suivante, donc question, qu'entend-on par revenu récurrent? Quel KPI utiliser pour Arnaud? Eh ben, en termes de revenus récurrents, c'est donc la répétabilité du chiffre d'affaires pour un client. Donc, c'est vraiment tout ce qui est service à un client qui peut être facturé de façon mensuelle ou annuelle et qui est répétable dans le temps, c'est-à-dire des contrats long terme et on voit qu'il y a une fidélité. Alors, quel KPI? Ben, c'est généralement le taux du chiffre d'affaires qui est fait avec les clients
qui sont présents depuis plus de 2 ans ou 3 ans. Quel est le chiffre d'affaires, la partie du chiffre d'affaires vient d'une facturation mensuelle? Quel est le pourcentage de clients qui n'ont plus, à qui on n'a plus facturé de services depuis 12 mois et qu'on avait eu pendant 5 ans auparavant. Donc, il faut se faire un petit peu ces KPI, mais c'est ce genre d'indication-là. Donc, c'est tout ce qui est autour de la répétabilité du chiffre d'affaires et la composition du chiffre d'affaires. Euh, et ça, je conseille à chacun de se créer son propre dashboard qui lui permette de bien comprendre comment fonctionne la génération de revenus dans sa fiduciaire, en fait, ou bien dans la fiduciaire que vous voulez acquérir. C'est vraiment important. Ensuite, on a quels sont les aspects fiscaux à prendre en compte? Question de Jean-Sébastien. Alors, les aspects fiscaux à prendre en compte, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne suis pas fiscaliste moi-même, mais généralement, c'est le principal élément quand on fait l'acquisition d'une entreprise, c'est essayer d'éviter tout ce qui est distribution partielle indirecte. Donc, ça va toucher sur une optimisation qui va concerner essentiellement soit les immeubles, soit la trésorerie puisque un repreneur va rarement être intéressé dans les immeubles ou à payer un prix ou un surprix pour un immeuble. Il préférera quelque chose en location pour plus de flexibilité. De même, si jamais il y a beaucoup de trésorerie dans la société, il ne va pas payer la trésorerie parce qu'il ne pourra pas l'utiliser. Puisque si jamais il y a une utilisation excédentaire de trésorerie par rapport à la distribution de dividendes du passé, ben, ça risque d'être taxé. Donc, il n'a aucun intérêt à le faire. Et donc, l'entrepreneur devra, ou le cédant, que ce soit fiduciaire ou une entreprise, devra optimiser ça. Donc, mais là, c'est vraiment à très haut niveau et je laisse le, le soin à des spécialistes en fiscalité de répondre plus précisément à ces éléments-là. Mais c'est vraiment immeubles et trésorerie sont ceux qu'on regarde le plus précisément. Bogdan nous demande quels sont les multiples de valorisation et la LTV, la lifetime value. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on utilise plutôt, pourquoi j'ai parlé de multiples et pas d'autres méthodes de valorisation? Alors, bien sûr, quand on fait une évaluation d'entreprise, euh, on utilise plusieurs méthodes hein, et on sélectionne la méthode en fonction du type d'entreprise, puisqu'il y a des méthodes qui sont plus applicables à certaines entreprises que d'autres. Mais en règle générale, euh, on, on regarde principalement, ou un repreneur va généralement baser son, euh, son appréciation sur un multiple qui représente un nombre d'années euh, euh, qui va lui être nécessaire pour amortir son investissement. Hein. Donc, on va regarder un multiple d'EBITDA, ben, ça veut dire combien d'années je devrais consacrer mon EBITDA à rembourser mon investissement, hein, en étant très prudent sur le fait qu'un EBITDA n'est juste qu'un proxy du cash flow hein, et n'est pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, un EBITDA n'est pas le cash flow, mais c'est une manière rapide d'évaluer quelle est la capacité de financement de l'entreprise qu'on rachète et donc en combien d'années elle va pouvoir amortir l'investissement. En réalité, c'est généralement là que ça se passe. Les multiples d'EBITDA, on peut faire toutes les valorisations qu'on veut. À un moment donné, la discussion sera, oui, mais le multiple d'EBITDA est raisonnable ou pas raisonnable. Voilà. Donc, ça va être assez clair là-dessus. La question suivante, donc qu'est-ce qui peut faire baisser la valeur d'une fiduciaire? Je dirais principalement deux choses. Une très clairement qui est le- la volatilité des clients, hein, c'est-à-dire s'il y a une partie importante du chiffre d'affaires chaque année qui est à reconstruire, ben il y aura une moins valeur qui sera adaptée ou apportée par l'acheteur. Et à l'avenir, ce qui est clair,
Ce qui fera baisser la valeur d'une entreprise, d'une fiduciaire, ça va être son degré de digitalisation. Pour l'instant, on parle plutôt de survaleur quand on a une bonne digitalisation. Je suis persuadé qu'à l'avenir, et probablement très rapidement, ça va être des moins valeurs si je ne sera pas digitalisé dans une fiduciaire. Alors j'en profite aussi pour poser une question. Donc vous avez indiqué l'importance de la digitalisation dans les fiduciaires pour leur attractivité, notamment en termes de valorisation et puis leur potentiel d'acquisition auprès d'acquéreurs. Donc pour l'intégration du digital, vous pensez qu'il vaut mieux créer des outils in-house, donc maison, que vous développez vous-même, ou alors utiliser des outils qui existent sur le marché? Euh, alors, la question importante de savoir si il vaut mieux avoir une solution interne ou une solution externe en matière de digitalisation. Euh, ma- Mon sentiment, c'est qu'il vaut mieux une solution externe en matière de digital. Parce que deux choses. Un, si vous développez votre solution en interne, vous allez y passer beaucoup de temps. Alors, vous avez peut-être quelque chose qui correspondra à vos besoins à 100%, mais vous allez y passer beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Vous allez capitaliser ça. Vous allez vouloir le revendre. Et c'est pas garanti du tout que que vous allez pouvoir en tirer une valeur. Et puis, il y a aussi des risques importants de plus en plus au niveau de tout ce qui est qualité et confidentialité des data, les normes LPD en Suisse, RGPD en Europe. Euh, Ça va être un élément qui, s'il n'est pas bien pris en compte dans votre solution interne, pourra annihiler complètement les investissements que vous avez faits. Donc, ma position serait plutôt de prendre des outils qui existent dans le commerce parce qu'ils ont fait leurs preuves, parce qu'ils ils répondent aux normes standards en termes de protection des données notamment. Et puis aussi, le repreneur, si jamais c'est une plus grosse fiduciaire, le repreneur va pouvoir l'intégrer plus facilement, tandis qu'une solution interne, ça risquerait d'être plus problématique. Maintenant, c'est une analyse, je dirais, à chaud. Et ça dépend des contextes, évidemment. Si jamais vous avez développé une solution interne qui est à ce point excellente et qui pourrait être un gold standard, ça pourrait être un atout dans l'acquisition, même par une plus grosse fiduciaire qui pourrait se dire, voilà, moi je n'ai pas de solution digitale, eux ils ont développé une solution digitale, je la rachète pour pouvoir intégrer ça dans mes clients et gagner plusieurs années de développement. Tout à fait possible. Maintenant, euh, il faut vraiment que ce soit une solution qui soit capable d'établir une norme sur le marché, un standard sur le marché. Et selon vous, quelles sont les compétences d'un comptable ou d'une comptable à développer pour le futur? Moi, je pense que c'est vraiment autour de tout ce qui est data analytics. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle quand je regarde ce qui se passe au niveau de tout ce qui est communication des fiduciaires sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux ou même les services qu'ils offrent de plus en plus. C'est vraiment autour de tout ce qui est valeur ajoutée pour le client, autour des data analytics, donc des informations de gestion euh, qui généralement étaient inaccessibles pour le comptable, qui maintenant, grâce à tout ce qui est outils digitaux, permet d'avoir de plus grande flexibilité à ce niveau-là. Et je pense que c'est vraiment une des compétences qui va devoir être acquise par les comptables et fournie par les fiduciaires dans les années qui viennent. Alors, c'est très intéressant parce que je réalise que, en réalité, vous pouvez offrir donc des services pour valoriser les fiduciaires en cas de transmission, mais ça peut être un service intéressant que les fiduciaires peuvent offrir également. Donc, vos services pourraient être applicables pour les clients des fiduciaires, pour préparer justement une session, augmenter la valorisation des clients des fiduciaires, pour préparer justement cette session, cet exit. Alors, oui, effectivement, nos services sont doublement utiles aux fiduciaires parce que non seulement ça peut les aider à mieux se valoriser, mais aussi
on arrive à faire des offres de services complémentaires à nos clients qui aura préparé une session un jour. Je pense que effectivement, nous, on peut aider les clients des fiduciaires à bien se préparer pour optimiser leur session et à pérenniser aussi à l'avenir la relation entre le client et la fiduciaire. Ça, c'est clair. Parce que ce qu'on constate souvent, c'est qu'après une session, quand la session s'est bien passée, eh ben, le repreneur reste avec la fiduciaire pendant plusieurs années. Ça, c'est quelque chose qu'on constate. Et donc, si la fiduciaire est partie active dans ce processus, eh ben, ça peut être tout bénéfice pour eux. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Merci encore, Jean-Michel, de votre participation. C'était vraiment très riche et très intéressant. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec Jean-Michel Dekers de la société Effico Management. Vous avez ses coordonnées ou vous le trouverez facilement sur LinkedIn ou sur son site web. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et un bon appétit à vous.